Ça fonctionne? Oui, là, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de voir l'Assemblée au comble. C'est dire que le sujet d'aujourd'hui intéresse pas mal de personnes. Donc, Malika Bouti et moi-même, donc Nafissata Moudouar, nous vous souhaitons la bienvenue à cette table ronde très importante que nous allons animer toute la matinée, n'est-ce pas Malika, et qui portera sur un sujet quand même d'une extrême gravité, les violences intrafamiliales, celles qui s'exercent dans la sphère privée. Alors, pour bien introduire cette table ronde, j'emprunterai donc l'expression de l'association Subutu Uheze Jilaho. Subutu Uheze Jilaho, voilà, je parle en chimaoré, voilà, qui introduit la table ronde, qui dit quand la famille devient le lieu d'expression du terrorisme intime dans une culture du silence. Je trouve que cette phrase décrit bien nos échanges d'aujourd'hui, leur portée, la gravité. Donc nous allons parler de différentes formes de violences intrafamiliales exercées ici à Mayotte et ailleurs, d'ailleurs, puisque nous accueillons des intervenants qui nous viennent de la Martinique et de l'Hexagone. Différentes formes de violences intrafamiliales, enfants, personnes âgées aussi. Nous allons parler aussi de repérage, de partage de bonnes pratiques en termes de repérage, d'accompagnement, de prévention aussi. Nous allons également, en deuxième partie de cette table ronde, peut-être avoir des témoignages de personnes qui ont été victimes de ces violences intrafamiliales. Je ne vais pas dévoiler, vous aurez ces personnes-là, pour ne rien vous cacher, c'est l'association, je pense, c'est la présidente, ou en tout cas de l'association qui a organisé cette table ronde. Donc voilà. Ce matin, nous allons commencer par les violences à l'égard des enfants, des parents à l'égard des enfants. Peut-être que nous serons rejoints par la vice-présidente du tribunal pour enfants pour nous dessiner un petit peu les contours en termes sémantiques de ce que c'est que la violence envers les enfants. Mais d'ores et déjà, j'ai le plaisir d'appeler à notre table ronde, qui n'est pas tout à fait une table ronde, puisque tu vas être toute seule. Amani Alidi, sous vos applaudissements, qui est donc psychologue clinicienne et qui a la responsabilité de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Elle va nous dire tout. Elle va nous expliquer ce qui se passe à Mayotte, quels sont les chiffres, quelles sont les différentes formes de violences intrafamiliales qu'on trouve. Et puisqu'elle est psychologue clinicienne, elle va nous parler aussi des mécanismes psychiques. Voilà, donc je passe la parole à Amani Alidi. Alors, juste avant, Nafissata, si tu permets, rappeler un petit peu le cadre. C'est vrai que Amani va faire une présentation et les questions viendront après. Voilà, alors en fait, on réserve quand même 20 minutes en moyenne pour l'exposer et puis 15 minutes de questions-réponses. Si nous n'avons pas nos intervenants donc, de la justice, on aura beaucoup plus de temps à échanger avec Madame Alidi, Amani Alidi, sur l'observation de la situation, l'état des lieux de la situation à Mayotte. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. Donc je me présente, moi je suis Alidia Amani, je suis responsable de l'Observatoire départemental à la protection de l'enfance ici à Mayotte depuis le 21 octobre 2021, au mois d'octobre 2021. Et j'ai repris l'observatoire pour en fait redynamiser un petit peu les données en fait au niveau du domaine de la protection de l'enfance ici à Mayotte. Et depuis la prise de poste, on va dire que c'est quand même un travail très ardu parce qu'il y a beaucoup à faire.
et il y a beaucoup de difficultés en fait au niveau justement des collectes des données. Je vous explique rapidement le DPE, à quoi il consiste, mais très très vite au vu du temps qu'on m'a donné. L'observatoire a pour... C'est bon, je peux avancer? Alors déjà, qu'est-ce que l'ODPE? L'ODPE, en fait, est une instance partenariale. C'est une instance partenariale, en fait, qui réunit tous les partenaires œuvrant dans la protection de l'enfance sur le territoire. Elle a plusieurs missions et un cadre réglementaire, donc avec des démarches, en fait, qu'on appelle des démarches d'observation, qui permettent, en fait, tout simplement d'aider la politique publique et sociale à mettre en œuvre, en fait, des dispositifs. En fait, vous allez voir justement par rapport à notre thématique, ça permet en fait la collecte de données et le recueil de données de pouvoir analyser, traiter, mais aussi mettre des dispositifs en fait qui permettent tout simplement d'avancer en fait au niveau de non seulement la protection, la prévention, mais également en fait si le tribunal est là, aussi de mettre en place en fait des dispositifs nécessaires aussi pour les agresseurs. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, d'un côté, il y a les victimes, mais il y a aussi les agresseurs. Donc, l'ODPE 976, en fait, a ces 5 missions obligatoires. Donc, être informé de tout établissement, des services et établissements qui ouvrent, en fait, au niveau du domaine de la protection de l'enfance sur le territoire, mais aussi suivre les documents stratégiques mis en place, en fait, sur le territoire dans ce domaine-là. Formuler des propositions en fait, aux politiques, justement, par rapport en tout cas aux recherches, mais aussi par rapport aux données qui ressortent sur le terrain, donc faire parler les données et réaliser un bilan également de formation continue en fait, pour les professionnels, comme ces journées-là. C'est-à-dire là, il y a 4 jours de formation sur plusieurs thématiques de santé pour le territoire. Ça permet également en fait, d'avancer au niveau des problématiques rencontrées sur le terrain. Concernant l'enfant, moi je vais restreindre un petit peu mon intervention sur les violences intrafamiliales, effectivement. Mais par contre, il ne faut pas oublier que ces violences-là, ils interviennent également à l'extérieur de la famille. Mais on va voir qu'on va se centrer, nous en tout cas, sur les violences en fait, faites dans le milieu familial. Mais au final, de quoi on parle, de qui on parle, c'est surtout ça l'enjeu aujourd'hui, parce que merci Monsef de m'avoir invité en tout cas pour ces échanges. C'était en fait pour montrer les difficultés qu'il y a au niveau des collectes en fait des données, parce qu'on a des difficultés à rendre lisible et visible en fait le phénomène de la maltraitance sur le territoire, tellement c'est vaste et tellement les outils en fait sont peu disponibles. Il y a eu le rapport de l'ODPE de 2022 où vous allez avoir 18 recommandations en fait, qui montrent comment en fait, il y a un besoin phénoménal et énorme et colossal en fait, au niveau des besoins sur le territoire concernant en tout cas la protection de l'enfance et les dispositifs qui manquent surtout au niveau de la prise en soin. Vous allez voir en fait, au fur et à mesure de nos échanges que l'état actuel pose question et je pense que ce type de rencontre permet en tout cas d'y répondre partiellement lorsqu'on a en fait des personnes qui mettent en place des dispositifs qui fonctionnent en tout cas auprès du public. Mais aussi que nos politiques surtout soient réceptifs aussi de ces dispositifs-là. Alors de quoi on parle? On parle en fait de plusieurs types de maltraitance. Moi j'ai pris cette définition qui dit que la maltraitance en tout cas à l'enfant en fait, agit dans plusieurs domaines de sa vie, au niveau relationnel, au niveau du soin, du comportement, mais aussi au niveau de sa santé, de son développement. Ça, vous le retrouvez à l'article indiqué concernant le code de la famille. Oui, merci Nafisata. Vous avez la définition, mais surtout, en fait, au final, c'est quoi à Mayotte, comment ça se concrétise, en fait, les violences? On retrouve en fait toutes ces formes de violence parce que donner une définition n'est pas donner la forme. On a en fait les maltraitances physiques les plus visibles, les plus simples, entre guillemets, je précise, à évaluer,
Vous avez l'unité médico-judiciaire au niveau du CHM, qui est aussi chargée en fait au niveau de l'évaluation physique, somatique et psychique en fait de la victime. J'y étais, mais je pense que j'ai un peu de mal avec l'hôpital, donc j'ai pas pu rester. Donc au final, l'UMJ, c'est vraiment pour les évaluations physiques, mais aussi psychiques. Les physiques, c'est plus simple quand en fait, quand on arrive à retrouver des traces, des coups sur les os, sur la peau, etc. Donc je pense que tout le monde est au clair par rapport à ça. Les négligences, c'est tout ce qui est de l'ordre quand même des omissions, de ce qu'on ne voit pas. C'est un peu plus difficile quand même à cerner. Pour les diapos, il y a des documents, je vous donnerai également les sources, parce qu'il y a pas mal d'études quand même qui ont été faites. L'ONPE a fait une excellente grille de lecture en fait, avec beaucoup de références en fait, sur les maltraitances en enfants. Ça avance énormément. On travaille beaucoup avec l'Observatoire national de la protection de l'enfance. C'est mon interlocuteur en tout cas principal au niveau national. On verra par la suite les violences sexuelles qui nous réunissent aussi aujourd'hui parce que malheureusement avec les chiffres ça augmente de plus en plus. Je ne vais pas aborder les violences financières, mais c'est grâce à mon CEF que je les ai rajoutées parce que nous on ne les traite pas directement par rapport aux enfants, mais par rapport par contre aux familles. Ça c'est vrai qu'on l'observe beaucoup lorsqu'on voit les récits de vie des enfants. Les enfants sont exposés également aux violences conjugales et je crois qu'on a une collègue qui va intervenir sur les répercussions au niveau traumatique tout à l'heure. Et enfin, les violences psychologiques qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer, mais qui sont malgré tout en fait, à prendre en considération puisqu'ils ont énormément d'impact. Oula, la diapo, j'espère que c'est bien visible. Là, ce sont les chiffres de 2023. Le rapport ODPE va bientôt sortir. Je vous ai mis les chiffres en fait concernant la CRIP. Alors, je vais suivre en même temps avec mon ordi parce que je vais avoir un torticolis. Les chiffres concernant la CRIP, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes en 2023, a enregistré plus de 2606 situations d'enfants. Donc, c'est 2600 enfants qui ont été signalés comme étant en danger ou en risque de l'être donc, sur le territoire. La CRIP de Mayotte est chargée de faire les évaluations, l'orientation, mais également en fait, la saisie en fait, de toutes ces informations. Pendant un an, on recueille les données, mais il ne faut pas oublier derrière qu'ils font également les audiences, ils font les évaluations, ils sont sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a il y a quelques membres de l'équipe qui sont là, je ne sais pas, mais vous avez plein de situations auxquelles on pourra en échanger tout à l'heure. Je vous ai mis quelques indicateurs en fait, qui sont demandés au niveau national. Là, je vous les ai mis pour voir un petit peu de qui on parle sur le territoire. On parle de mineurs, majoritairement féminines, c'est-à-dire on a 61% des filles qui sont concernées par ces signalements et ces IP qui arrivent au niveau de notre cellule. Ces enfants vivent majoritairement dans des foyers monoparentaux où la chef de famille est une mère, donc 28%. Je précise, le prochain rapport, il est en cours. Il sera présenté d'abord en copie avant d'être publié. Ces enfants, également, la spécificité de Mayotte, c'est qu'on arrive avec des enfants qui vivent chez un membre de famille sans forcément de représentant légal au niveau de la loi. Donc ça, on pourra en échanger tout à l'heure. Et aussi la spécificité, on a quand même, heureusement, on a quand même quelques gamins qui vivent avec les deux parents, heureusement. Alors, est-ce que c'est mieux ou pas? Je vous laisserai aussi répondre à cette question. On a aussi une petite particularité de Mayotte, c'est nos jeunes qui vivent en fait chez un particulier, qui n'ont aucun lien de famille. Alors, est-ce qu'on peut parler de confiage ou de fosterage, on appelle? On va voir tout à l'heure, parce que j'ai mis quelques hypothèses là-dessus. Ensuite, pourquoi ils rentrent à la CRIP? Qui signale? Alors, on a plusieurs partenaires, on en a à peu près une quarantaine sur le territoire, voire plus pour tous les partenaires qui signalent. Ça va du CHM, ça va du rectorat, le plus gros pourvoyeur d'IP sur le territoire. On a aussi, en fait, le SNATED, c'est le 119. Vous le verrez, je mettrai les contacts un peu plus loin. Donc, pourquoi ils rentrent? Pourquoi ils sont enregistrés à la CRIP? Vous voyez, on a une majorité... c'est dû aux maltraitances. Et heureusement, parce qu'on est vraiment sur justement la définition de la protection de l'enfance. Parce qu'en fait, moi, mon questionnement, quand je suis arrivée à Mayotte, c'était, je pense que mon mémoire de Master 1 à la ZE, je notais,
est-ce que la précarité est un motif de placement? Quand je suis arrivée sur le territoire, je me suis rendu compte que oui, sur le territoire, oui, la précarité peut être un risque de motif de placement et on avait beaucoup de situations là-dessus. Et moi, je me suis dit, quand même, la première des facteurs, en tout cas, qui sont au niveau national, c'est quand même les maltraitances, majoritairement, qui arrivent. Donc, toutes les formes qu'on a citées tout à l'heure, on les retrouve, mais vous voyez, on a quand même les problématiques familiales sur le territoire. Et la précarité en fait partie. Dans le rapport, je vous laisse lire les quelques pages, plus d'une centaine de pages qu'il y aura cette fois-ci. Je ne vais pas m'arrêter à 100, puisqu'il semblerait que s'il y en a trop, personne ne le lit. Mais donc, on arrive qu'effectivement, parfois, la précarité peut faire, malheureusement, qu'un enfant soit placé. Vous le verrez, je l'explique un petit peu plus dans ce fameux rapport. Concernant le public, on reçoit énormément d'adolescentes. Vous voyez, on a un pourcentage des 15-17 ans énorme par rapport, en tout cas, au public qui entre au niveau de la protection de l'enfance, suivi des 12-14 ans. J'avance parce qu'il semblerait que je parle beaucoup après. On en est très très loin. Nafisata, j'avance. Au 1er septembre, j'actualise rapidement les données. Au 1er septembre, donc là, il y a à peu près 2 semaines, nous avons enregistré 1534 jeunes entrés à la CRIP, toujours plus de filles, toujours pour les mêmes motifs, donc majoritairement des maltraitances. Là, on voit quand même, il y a aussi les problématiques familiales. Donc, dans les problématiques familiales, il y a aussi tout ce qui est consommation de produits, etc., des familles, mais aussi tout ce qui est troubles en fait, pathologie, etc., des familles, qui rentrent aussi dans ces statistiques-là. Il y a, regardez, je vous ai mis, je pense, au niveau des maltraitances, je pense, c'est pas sur cette diapo, mais par rapport aux violences sexuelles qu'on va aborder très très vite, parce que je vais vraiment aller de plus en plus vite, vous voyez, il y a une augmentation, je ne l'ai pas mis, mais il y a une augmentation par rapport aux violences, notamment sur les viols, mais aussi il y aura une conséquence, je reviens, il y aura une conséquence justement sur les grossesses précoces. On était à 487 grossesses précoces l'année dernière. Là, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, en sachant que les derniers mois, c'est là où on en a le plus avant le mois de janvier. On arrive à 251 situations signalées pour grossesse précoce. Et toujours à peu près la même population, c'est-à-dire les 17, à peu près 14-17 ans. Ensuite, dans ces grossesses précoces, je vous ai mis le chiffre des viols qui sont en augmentation, encore une fois. 31 filles, parce qu'on sait que la majorité de ces violences sont sur le genre, donc les filles. 31 filles sur 34 ont été violées et 3 garçons. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les garçons, mais bien sûr, les garçons doivent rester forts, ils ne parlent pas beaucoup. C'est pour ça qu'on ne les entend pas, parce que je pense que le phénomène est beaucoup plus grand que ça. Je vais passer sur les chiffres, je vais avancer parce que mon dada, ça va être beaucoup plus sur les processus psychiques. Alors, je vous ai mis un petit peu ma définition de famille. Ce qu'est la famille. La famille, pour moi, c'est une institution qui est établie. Elle permet la communauté, l'appartenance, la différence, l'origine, les rapports, les filiations, mais aussi les pouvoirs de subordination et les identités. J'ai mis aussi la singularité et les groupes. Parce qu'on sait qu'à Mayotte, l'individu est conçu, né, vit et se reproduit et se pense dans le modèle, j'aurais dû même mettre pense, P-A-N, dans le modèle familial qui est le plus universel, soi-disant, des modèles symboliques. À Mayotte, l'individu naît et habite chez sa mère. Je vous ai mis un petit peu l'organisation au niveau en fait, de la société mahoraise, au niveau de la matrilocalité, parce qu'il y en a qui parlent de matriarcat mahorais. Pour moi, la matriarcat mahorais, c'est le fait juste que la femme est en sécurité au niveau de sa maison. Le reste, ça reste une organisation, on va dire, effectivement, communautaire, culturelle, on va le voir un peu plus loin, où là, effectivement, la lignée maternelle est un peu plus protégée que le père, que j'ai mis là, il est itinérant. Désolée. Nous avons un papa itinérant et je questionne justement la place du père, en fait, au niveau des violences. Vous allez voir un peu plus loin, justement, sur l'inceste, en sachant que j'ai choisi exprès de mettre 2 interdits fondamentaux, l'inceste et l'infanticide, un qui est beaucoup plus féminin et l'autre qui est
masculin, majoritairement à 90%. J'ai l'organisation de la société de la famille mahoraise, mais aussi de la société mahoraise, donc le lignage féminin qui, elle, je crois que ma diapo n'est pas bien remontée, mais c'est pas grave, on va avancer. Donc, par rapport au lignage familial, deux caractéristiques en fait essentielles à notre société, la matrilocalité, la matrilinéarité. Donc, dans le lignage féminin, je pense que vous avez eu une anthropologue qui est intervenue et qui a déjà parlé, je pense, de ça. Mais moi, en fait, je voulais montrer sur le côté que oui, on a une structure effectivement qui reste essentielle, même s'il y a une évolution de la société. Mais malgré tout, en fait, il y a des choses qui persistent. La prégnance masculine, en fait, dans les domaines politiques et religieux, qui rend des inégalités sexuelles, mais aussi qui rend, entre guillemets, légal, quelque chose qui ne l'est pas au niveau juridique. Je parle de la polygamie. Et c'est pour ça que je parle en fait du lignage masculin qui est précaire, itinérant, car le mariage et l'alliance, c'est la seule chose qui devient au final en fait sécurité pour lui. Mais lorsque le mariage ne fonctionne pas, comment il fait ? Je vous ai mis en tout cas l'espérance que j'ai, moi, une organisation traditionnelle vers une culture tierce. Ça, c'est Patrick Denoux qui parle en fait de la culture tierce, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive avec toute l'évolution de la société en fait à quelque chose qui n'existe ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire on arrive en fait avec le contact des cultures à créer quelque chose qui va transformer ou qui transforme en fait notre société vers quelque chose qui accepterait les différences. Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense qu'il y a des spécialistes dans la salle aussi. Mais alors, je pose la question, qu'en est-il lorsque c'est la famille dans son huis clos qui est capable de produire et de reproduire le plus extrême violence ou de favoriser le sadisme, de générer les névroses les plus invalidantes en fait chez l'enfant, mais surtout de couvrir par son silence les traumatismes affectifs. On dit que la famille est le lieu où s'exerce la plus grande majorité des violences envers l'enfant et la quasi-totalité des homicides d'enfants. Vous avez la note de l'ONPE qui en parle au niveau des meurtres pour enfants. Je crois que c'est quand même un phénomène qui n'est pas beaucoup abordé. On retrouve beaucoup plus, bien sûr, les violences sexuelles parce qu'on arrive à faire les études. Les étudiants, alors j'invite, l'ODPE accepte des stagiaires à partir de Master 2, peu importe la branche, Master 2 et thèse pour une immersion et pour avoir accès aux données aussi de la protection de l'enfant si on a une convention signée avec la faculté en fait, où vous êtes rattaché. Donc, c'est un petit appel. J'ai eu une stagiaire en droit public. Là, elle a fait 1 année. Ça s'est très bien passé. Là, elle est sur sa 3e année de thèse. Donc, j'invite à ce que vous venez vers moi. Il y a les contacts à la fin. Alors, au final, quand la violence est extérieure, oui, mais elle devient intérieure, interne à la famille. On parle donc de la violence intrafamiliale qui se démarque en fait des autres violences parce que justement c'est le caractère intime du rapport existant entre l'agresseur et la victime et par la nature privée des relations qui fait que cette violence justement elle se démarque car il y a une forme en fait de cécité sociale en fait à travers cela, mais c'est surtout qu'au final la victime vit avec son agresseur en fait quasiment des années et c'est pour ça que ça continue à se reproduire et à se produire. Je vais parler des 2 interdits fondateurs en fait de l'humanité. Qu'on nomme, mais à Mayotte que l'on n'entend pas, et pourtant ça existe. Vous allez voir un chiffre, je pense que vous allez faire « Oh, c'est pas possible !» Des paradoxes dans une société où justement on dit que l'individu trouve sa place. Chaque individu naît et se construit à une place, il devient père d'eux, mère d'eux, le mari d'eux, la femme d'eux, le grand-père, etc. Tout est bien institué. Mais alors qu'est-ce qui pose problème lorsqu'on sait que dans ces 2 interdits, c'est qu'il y a quelque chose qui se met au niveau des places et qui ne fonctionne pas et qui déstructure justement cette institution. Je dis, alors, j'avais demandé, j'ai fait un petit sondage, j'ai demandé comment on dit inceste en shimaoré. Je n'ai eu aucune traduction. Aucune. Tout le monde cherchait. Il y a les psys qui m'ont envoyé plein de textos me disant des mots, des phrases, mais pas de mots. Et je dis, ce qui ne s'entend pas n'existe pas et ce qui ne se dit pas, qui ne se nomme pas, n'existe pas non plus. Comment dire quelque chose quand notre société nous dit, en fait, non, c'est le silence sur ça. Regardez le chiffre que je vous ai mis, 53 corps de bébés morts nés non réclamés au CHM. 53 corps de bébés morts nés. C'est les chiffres de 2023 sur le rapport d'activité du CHM.
10 284 naissances. Là, je parle du année 2023. On a une baisse des naissances, c'est super, très très légère. Mais en tout cas, l'UMJ a enregistré, alors l'unité médico-judiciaire, 53 corps de bébés morts-nés qui ne sont pas réclamés. Si y a le CHM, j'aimerais bien qu'on échange sur ça. Et sur les naissances, 487 grossesses précoces signalées à la CRIP au 31 décembre 2023. Regardez bien la mortalité au niveau du territoire. C'est énorme, c'est énorme. Mais alors, c'est dû à quoi? Dans une société, on dit que c'est la plus grande maternité d'Europe, de France. Mais par contre, je cherche énormément le taux de mortalité, je ne le trouve quasiment jamais. Il faut que je recherche. C'est beaucoup plus difficile de le trouver, en fait. Même sur le site de l'INSEE, j'arrive pas à le retrouver. J'ai dû aller sur le panorama sanitaire de l'ARS pour pouvoir le retrouver. Ça pose question. Alors, l'infanticide à Mayotte, au final, on en est où? Moi, je voulais juste un petit peu faire un flou, parce qu'il y a un petit flou sémantique. On parle des bébés morts-nés, on parle aussi des plus grands. Je veux vous parler d'une situation qui a été très médiatisée sur Mayotte. Et là, vous allez voir, ce n'est pas qu'un meurtre au féminin, c'était le couple qui a tué leur enfant. Et moi, j'ai dû suivre, en fait, la sœur. Je vais en parler justement tout à l'heure. Donc, il y a un consensus qui a été trouvé. On va dire infanticide, c'est pour tous les enfants, mais néonaticide et filicide, en fait, pour préciser davantage qu'il y a les bébés, en fait, qui sont tués par les mères, parce que je précise bien que c'est bien un meurtre au féminin. L'infanticide, majoritairement, on trouve très peu de pères, en fait, dans cette problématique, sauf, vous verrez par la suite, lorsqu'il y a des troubles psychiatriques et au niveau du couple aussi. Et là, c'était un... Alors... Concernant ce couple-là, je ne vais pas en dire plus, j'y arrive. Mais alors, je dis, ok, le meurtre au féminin, ok, c'est impensable. Il y a forcément, dans notre société, on dit qu'une mère est forcément bonne. Ouais, ok, super. Elle a l'instinct maternel, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui se passe alors dans cette problématique? Qu'est-ce qui a fait qu'au final, elle bascule? Elle ne veut pas de cette chose, en fait, parce que ça devient une chose. Ma diapo, elle est mal faite, mais bon, je vais revenir dessus. C'est la notion d'amour maternel, en fait, c'est quelque chose qui reprend. Moi, je vois des jeunes filles qui me disent, notamment sur les accouchements secrets, oui, ben, en fait, l'entourage me dit, ben, il faut que je le garde parce que je suis une mère, je dois être une mère, je l'ai porté 9 mois, je ne dois pas le laisser. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais on en reparlera, en tout cas sur le territoire. Mais au niveau environnement, on te fait comprendre que non, tu l'as porté, tu dois le garder. Coûte que coûte parfois. L'infanticide, ça c'est 3 typologies en fait qui ont été mises en place pour un petit peu évaluer. Alors ça, il y a des choses qui se sont déplacées, je suis désolée. Alors, sachant que j'ai fait également une spécialisation en psychocriminaux, en fait, on évalue un petit peu en fait, pourquoi on passe à l'acte. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte? Qu'est-ce qui fait que la femme, la mère, elle est passée à l'acte? En fait, on remarque qu'il y avait ce qu'on appelle des motivations. Elle avait des motivations parfois très floues dans les entretiens, mais il y a des motivations. Il y a les félicites qu'on appelle altruistes. Il y a les félicites d'un enfant non désiré. Et là, on questionnera les grossesses précoces ou justement les enfants issus de viols. Ok, on m'a dit d'accélérer. Je suis désolée, mais on va aborder cette typologie si vous voulez dans les échanges. Vous me poserez des questions. Alors, là, j'ai repris un petit peu les profils en fait, de l'infanticide parce qu'au niveau psychologique, on dit que l'infanticide égale déplacement de quelque chose. C'est-à-dire que l'enfant qui est atteint se trouve toujours pris pour autre chose, pour un autre. Donc là, je vous ai mis à peu près les profils des parents, ou des mères plutôt. Je pense que je vous l'ai mis... Ah, vous ne les avez pas? Non. Oui, vas-y. Je t'écoute. Oui. On t'a laissé continuer parce que du coup, comme les 2 autres intervenants ne sont pas venus. Mais moi, en fait, je te remercie déjà pour cet exposé très riche
qui en dit long sur ce qui se passe dans ce territoire, dans la société mahoraise, et qui n'est pas su, qui n'est pas connu par tout le monde. Tu as donné beaucoup d'informations. Moi, je pense qu'il faut donner la parole à la salle pour savoir s'il y avait des questions. Ça te permettra par la suite de bien repréciser parce que les chiffres qui ont été livrés là sont glaçants. Voilà. Et on sait très bien que toutes les situations ne sont pas connues. Il y a beaucoup de chiffres noirs sur les situations de violence intrafamiliale. Donc nous, on vous laisse la parole. Vous posez vos questions, vous pouvez témoigner, vous pouvez faire des remarques. J'ai une question, après on pourra avancer sur le reste ou pas? Non, on laisse la parole à la salle. Tu verras, ça te permettra de rebondir et d'avancer sur ce que tu n'as pas dit. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. J'ai une réaction par ici. Voilà. Bonjour. Donc, je suis Maureen Loire-Mongazon, psychologue à la maternité. Et justement, je voulais rebondir sur certaines choses là qui ont été dites. Déjà, par rapport à la précarité, comme élément qui pouvait justifier un placement. Donc ça, tu n'as pas eu le temps du coup de l'approfondir. Mais c'est vrai que dans les documents qui ont été transmis par la CRIP, il y a bien écrit la précarité n'est pas un critère de placement. Et même n'est pas un critère pour faire les informations préoccupantes. Donc, ça questionne, mais du coup, qu'est-ce qui est vraiment mis en place pour ça? Parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord que la précarité, c'est vraiment catastrophique et c'est ce qui amène à des situations de malnutrition et de choses très graves. Et deuxième point, je travaille beaucoup du coup sur le deuil périnatal, donc des bébés morts. Et par rapport à ce que tu disais, bébés morts non réclamés, j'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup avec les familles et en fait, il y en a beaucoup, justement pour des questions de précarité, qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas prendre en charge le corps de leur bébé. Mais c'est pas l'envie qui manque. Donc du coup, voilà, de le dire de cette façon-là, je trouve que c'est très culpabilisant, alors que c'est pas forcément la réalité du terrain. Mais par contre, effectivement, il y en a où c'est trop compliqué et où ils préfèrent que l'hôpital s'en charge, alors qu'ils auraient pu avoir les moyens. Mais c'est des processus psychiques et où il n'y a pas à culpabiliser les parents. C'est pas grave s'ils le prennent pas en charge eux-mêmes. De toute façon, ils savent que l'hôpital fait bien les choses aussi, c'est-à-dire avec les rites musulmans, etc. Donc voilà, c'était juste ces deux questions que je voudrais un petit peu plus de précision de ta part. Concernant la précarité, effectivement, en fait, c'est pas normalement, c'est pas un motif de placement. Mais malheureusement, en fait, avec le territoire, on se rend compte que le critère utilisé, c'est le danger ou le risque de danger. Là, par exemple, on va arriver sur la période des pluies, tout simplement, et nos chiffres augmentent simplement dans cette période-là. Pourquoi? Parce qu'il y a... Demandez à l'éducateur qui est là, on vous appelle comment à l'ASE, les éducateurs basket. Donc, ils doivent monter en fait dans les hauts. Les gamins, en fait, on retrouve des gamins qui sont en danger en fait, sans que ça soit la famille qui les mette en danger, mais c'est la situation, c'est l'environnement qui fait qu'au final, on arrive à un placement pour les protéger. À ce moment-là, le département contractualise au niveau administratif pour dire bon, ok, là la situation fait que c'est pas vous qui le mettez en danger, c'est l'endroit où vous vivez, c'est votre situation. C'est pour ça qu'il y a la variable en fait problématique familiale qui est dedans. On essaye justement, j'espère avec mon statisticien qui est arrivé depuis la semaine dernière, qu'on pourra avoir un peu plus d'indicateurs et d'informations en fait au niveau qualitatif, au niveau de nos indicateurs, parce qu'on va faire une recherche au niveau des dossiers de l'enfant pour avoir beaucoup plus d'éléments. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les tableaux, c'est vraiment des mots qui sont mis et que pour l'instant, nous, on traite que la donnée et non pas en fait ce qui est derrière la donnée. Et c'est ça ce qui manque en fait pour l'instant. Concernant la deuxième question, les 53, ce n'était pas du tout dans ce sens-là. Bien entendu, ce n'est pas pour culpabiliser. En fait, moi, j'ai posé la question. J'ai envoyé un mail en fait, au service. J'ai demandé également, la personne qui m'a envoyé le rapport d'activité du CHM, en fait, ça veut dire quoi? C'est dû à quoi? C'est quoi le motif en fait qu'il y a derrière ces 53 corps de bébés non réclamés? Je n'ai pas eu de retour. C'est pour ça que je disais, j'espère que le CHM est là. Ce n'est pas du tout pour culpabiliser les parents, puisque Malika, tu te souviens de l'échange qu'on a eu justement sur ce chiffre. On se disait, mais majoritairement, on s'était dit, c'est la précarité, les parents, les familles.
ils peuvent pas, ils peuvent pas faire, en fait, prendre les corps et faire le nécessaire pour l'enfant. J'imagine bien qu'ils sont là pour le rituel. Ils savent très bien. J'ai travaillé quand même avec l'équipe. Je sais très bien ce qu'ils font derrière, au niveau, en tout cas, de ces corps. Mais moi, la question, c'était plus dirigée vers l'institution. C'est-à-dire, on n'a pas justement le comment, le pourquoi. Ce qui est derrière ces chiffres-là ne sont pas expliqués. Et moi, quelqu'un qui lit ce rapport de l'extérieur, je n'ai que ce chiffre-là. C'est surtout ça. Mais concernant les parents, bien entendu que non, on n'est pas là pour les juger. C'est pas le propos, bien sûr. Merci pour l'intervention. J'aurais aimé faire la remarque que j'aimerais faire, c'est que du coup, votre présentation était très complète, mais un type de violence. Enfin, c'est bien. Je suis très ravie qu'il y ait un observatoire aussi sur Mayotte. Mais ce qui manque pour moi dans la présentation, on parle de violence familiale. On peut penser que pour les enfants qui sont dans le champ de la protection de l'enfance, les violences viennent uniquement de la famille. Mais une fois qu'il y a un passement, une fois qu'il y a un accompagnement, il y a un autre type de violences qui sont les violences institutionnelles. Et du coup, l'Observatoire produit des données qui vont servir à l'évaluation du secteur, mais c'est bien aussi d'aller chercher, alors que ce soit par des études qualitatives ou des études quantitatives, ce qui se passe dans des services d'accompagnement ou dans des lieux d'hébergement, parce que du coup, c'est ce qui va permettre d'avoir une évaluation globale et de permettre d'améliorer aussi les services d'accompagnement et d'hébergement. C'est ma remarque. J'invite les étudiants à venir faire les recherches, encore une fois. Alors, bien entendu, il y a un service en fait, de contrôle en fait, au niveau de la DGA Enfance-Famille, mais il y a aussi un service contrôle des établissements, je précise. Par contre, je pense que déjà, juste le mot famille, je n'ai pas développé, mais le mot famille, imaginez un enfant qui est maltraité dans sa famille, on le remet dans un cadre familial, sans connaître déjà l'histoire, parce que dans l'urgence, on va le replacer. Je ne parle même pas des mécanismes qui sont derrière, parce que, au final, il revient dans une famille et on s'est dit, ah, mais il répète des choses. Ah bon, pourquoi? Oui, j'ai un vrai papa qui... Ah là, il me tape pas, il me frappe pas. Mais là, j'ai un vrai papa, mais au final, je ne sais pas comment faire. Mais on le remet dans le cadre familial. Ça aussi, c'est déjà questionnant, juste au niveau institutionnel. Je pense que quand je parlais de famille, je n'ai pas développé tous les types de familles, parce que j'ai juste utilisé le mot de institutionnaliser. J'ai fait exprès de le dire, puisque au final, on parle vraiment d'une institution familiale. Et là, on parle aussi des services de la protection de l'enfance, bien sûr. Et concernant en fait, les études, on aspire en tout cas à faire ces études-là. Alors déjà au niveau du public, parce que là actuellement, il y a beaucoup de... On va dire que les dispositifs de protection de l'enfance sont en train de monter en force. On est en train de créer des dispositifs. C'est aussi de ne pas recréer ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'on est effectivement pour l'instant un peu dans ce quantitatif de créer parce qu'on se dit, là par exemple, on a énormément de fratries à Mayotte. On a des fratries de 9, 10, 11 qui rentrent à la ZEU. D'un coup, on va ouvrir un établissement de 20 places, les saturer pour une seule fratrie. Déjà. Donc, en fait, on est sur l'idée de faire les recherches qualitatives, mais pour l'instant, on est effectivement sur du quantitatif, parce que déjà, je n'ai pas encore les moyens de faire ces études-là, parce que je ne veux pas que ça soit bâclé, déjà, Et puis de deux, je pense qu'il faudrait plus de monde pour qu'on puisse réellement voir ces 2600 gamins, par exemple, pour réellement entendre leur histoire derrière. Et entendre en fait comment l'institution les traite ou les maltraite. Il n'y a pas de vice-président. Donc je tiens à préciser effectivement que oui, la question de la maltraitance institutionnelle, et ce n'est pas que pour les enfants, mais c'est aussi au niveau des professionnels aussi, au niveau des associations aussi, qu'on demande beaucoup de choses, et au final avec parfois pas beaucoup de moyens, mais même si on dit qu'ils sont bien payés. Donc il y a beaucoup de choses effectivement en tout cas à évaluer, à rechercher. Et vraiment, j'invite, je relance. C'est vrai qu'on m'envoie, il y a beaucoup d'étudiants qui m'envoient des mémoires, des recherches. Je n'ai vraiment pas le temps. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de lire voilà, les recherches. Mais par contre, je veux bien qu'on signe une convention pour les recherches à l'EDPE. On va essayer les réponses courtes. Une autre réaction?
Bonjour, donc Alison Morano, anthropologue. Je serai courte, et je pense que ta réponse pourrait être courte. Tu parlais des chiffres de la maltraitance. Je me demandais s'ils étaient en hausse, si tu avais pu comparer avec les années précédentes. Et s'il y avait un lien, peut-être qu'il y en a un mais que tu n'as pas pu l'aborder, avec le confiage, justement. Est-ce qu'il y a une relation entre maltraitance, confiage? Est-ce que voilà, tu as pu explorer cette causalité-là ou pas? Et voilà, je m'arrêterai là. Alors, oui, il y a une hausse en fait au niveau des maltraitances. Vous verrez dans le premier rapport et celui qui arrive là. Déjà, en fait, dans le rapport, vous avez une partie, le premier rapport, vous avez une partie depuis 2016, l'augmentation en fait de toutes les informations qui ont, ce qui montre quand même que le dispositif de la CRIP fonctionne, parce qu'il y a également des formations qui sont mises derrière pour que les professionnels puissent signaler et connaître comment signaler. Donc ça fonctionne très bien. Par contre, concernant le confiage, tout à l'heure, c'est dommage, on peut me remettre mes diapos. En fait, lorsque on confie à un enfant qui ne connaît ni l'environnement ni les personnes, il arrive, au final, on met le père et la mère à quelle place? C'est une question de place, je pense, qui est posée au niveau du confiage ou le fosterage, dans le sens où l'enfant, en fait, ou les parents, ou le couple, doit en fait dire, voilà, l'enfant arrive, c'est notre enfant à nous, en fait. C'est pas juste, en fait, une chose, un colis qu'on nous a confié, pour dire, voilà, on va subvenir à ses besoins, il va aller à l'école, on va faire ses papiers, etc. Donc, il y a tout le côté parfois un peu matériel. Je peux être violente dans mes propos, hein, parfois avec les parents, ça, je le sais. Il y a un éducateur qui est là, il sait. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'ils les entendent à un moment donné. C'est-à-dire, l'enfant, le parent, le père et la mère doivent asseoir leur place en tant que parents dans ces types de dispositifs de placement. Il y a le dispositif de Mlésie, justement, qui travaille justement avec ces familles en fait, solidaires, mais aussi les familles de confiage, on va dire ça comme ça. Eh ben, on se rend compte effectivement que le directeur, M. Dalani, qui était là, on avait échangé sur ça. Il m'a dit, c'est pas parce qu'on les confie qu'ils sont en sécurité, en fait, là où on les confie. Et oui, je pense clairement que lorsqu'on va regarder au niveau des chiffres, on va se rendre compte que lorsque la place du père, parce que là on parle des violences, on va parler des violences sexuelles par exemple, lorsque la place n'est pas claire, la place du père n'est pas mise à sa place de père, oui, ça peut déconstruire certaines choses au niveau de l'enfant, mais aussi au niveau de la relation, de passer d'un climat incestuel à l'inceste en fait. Mais c'est vrai que si on peut me remettre les diapos, ça serait bien. D'autres questions? Oui, moi je voulais réagir par rapport à un peu tout ce qui a été dit. Parce qu'en fait, en effet, quand on a parlé de précarité, ça m'a un peu intriguée en disant que normalement, ça ne devrait pas être un critère. Et c'est vrai que quand on prend en compte qu'à Mayotte, on est le département le plus pauvre, et si ce critère, il est exceptionnellement gardé ici, je me dis, est-ce que ça n'amène pas à beaucoup, en quelque sorte, de manière indirecte, de violence institutionnelle? C'est une question que je me pose. L'exemple que vous avez pris, ça m'a un peu choquée parce que je me dis, si l'habitat est insalubre et indigne à un bon développement de l'enfant et de la famille, donc en soi, le problème, c'est l'habitat et non pas la famille. Alors pourquoi ne pas plutôt penser en relogement et en remettant ces personnes ensemble dans un habitat plus digne? Et en fait, le problème, il est déplacé. On va arracher l'enfant de sa famille. Déjà que la précarité, c'est une source de maltraitance. Et là, on la va carrément arracher à son foyer pour pouvoir le protéger en le séparant en quelque sorte de ses parents, au lieu de plutôt lui trouver un habitat digne et de régler vraiment le problème. Ensuite, par rapport à l'élément qu'elle a apporté des parents qui ne réclament pas le corps, en effet, je suis sage-femme, j'ai été hospitalière, il y a le coût des transports pour pouvoir récupérer, c'est plusieurs milliers d'euros parfois. Ça dépend de la distance par rapport à l'éloignement du centre hospitalier de Mayotte. Est-ce que dans le département le plus pauvre de France, demander à des parents de débourser 1 000, 2 000, 3 000 euros, plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir récupérer le corps quand on sait qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont même pas un habitat digne, est-ce que ça, c'est pas de la maltraitance en quelque sorte institutionnelle? Voilà. À la deuxième question, je ne peux pas répondre. Par contre,
Par contre, j'ai pris cet exemple exprès pour voir que justement, heureusement que la CRIP, je vais vanter mes collègues qui sont derrière, heureusement que la CRIP font les évaluations avant tout déplacement. Je précise, ce n'est pas la majorité des situations, bien entendu. Là, c'est vraiment lorsqu'on arrive sur quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter parce qu'on ne peut pas reloger tout le monde tout de suite, on ne peut pas reloger toute la famille, on ne peut pas reloger en fait derrière parce qu'il y a aussi des questions administratives aussi pour certaines familles. Et ça, c'est une très grosse problématique parce qu'il y a un groupe de travail qui est mis en place pour les mineurs non accompagnés justement sur le territoire, et le côté administratif, juste pour les mineurs, déjà pose problème. Alors, je ne pense même pas aux adultes qui, eux, ne sont pas en situation administrative pour qu'on puisse les reloger. C'est vraiment la question. La situation fait qu'on ne peut pas les reloger. Et la seule chose que parfois on arrive à ces extrêmes, c'est de dire, OK, vous vous déplacez, la famille, le reste se déplace, et nous, en fait, on essaye de protéger un temps, parce que c'est des contrats qui peuvent aller de 6 mois à 2, je ne sais pas si on a des 3 mois, mais en tout cas, c'est juste le temps par exemple, que la période des pluies passe, pour qu'il y ait moins de danger, en fait, pour l'enfant. Mais je vous dis, il y a les éducs qui sont là, vous pouvez répondre, hein, je vous vois tous debout, là-bas, des chaises devant, là. Une autre réaction? Sinon, je ne peux pas m'empêcher de compléter parce que j'anime effectivement la table ronde, mais j'occupe des fonctions qui me font intervenir indirectement ou en complémentarité. Le micro devant la bouche, s'il vous plaît. Il fonctionne. Il faut juste le mettre devant la bouche. Voilà, je parle Merci. fort quand même. Hein. Donc, oui, donc c'est la casquette professionnelle qui parle face à ce genre de situation. Il faut savoir qu'on a un dispositif d'hébergement d'urgence, d'insertion, des dispositifs de logement accompagnés également dans le territoire pour qu'on puisse prendre en charge ce genre de situation quand il est signalé au SIAO, parce qu'on a un service intégré d'accueil d'orientation qui est confié à la Croix-Rouge de Mayotte. Donc normalement, tous les professionnels qui interviennent dans ce champ sont supposés connaître le circuit et demander une mise à l'abri au centre d'information d'accueil d'orientation porté par la Croix-Rouge. Alors bien évidemment, le parc n'est pas extensible, hein. Là, on vient d'avoir aussi un renforcement de moyens pour ouvrir également 500 places par rapport aux opérations Élan. Et vous voyez aussi qu'il y a des personnes qui sont dans les rues à Cavani, les demandeurs d'asile, réfugiés statutaires et autres. Donc il y a un besoin de mise à l'abri de familles qui sont en situation de précarité avec des enfants. Donc quand il y a vacance de place dans le parc d'hébergement de l'État, ces personnes-là sont prises en charge et accompagnées par des travailleurs sociaux. Voilà, c'était juste le petit élément complémentaire que je voulais apporter à la réaction de la dame. Voilà. Et on travaille effectivement en complémentarité avec le conseil départemental, puisque dans le cadre de la stratégie protection de l'enfance, nous allons mettre en place, en tout cas au titre de 2024, beaucoup de dispositifs, notamment les familles d'accueil pour les fratries et le centre maternel, merci, le centre maternel, enfin, le centre maternel. Et puis, nous nous soucions également, oui, c'est ça la CFAV, un centre maternel. Ça va voir le jour. Et puis, nous nous intéressons aussi à l'accompagnement, à la professionnalisation de ces familles d'accueil du conseil départemental. Effectivement, pour rebondir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a tout un programme, un plan d'inspection-contrôle en lien avec le CD pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des établissements d'accueil du conseil départemental et au niveau des familles d'accueil, dans la perspective effectivement d'améliorer les prises en charge et de protéger les enfants. Voilà, j'étais long. D'autres réactions? Questions? Mais les chiffres vous ont parlé, non? Glaçants? Des viols? Dans une société traditionnelle mahoraise intégrationniste, inclusive, entre guillemets, avec des valeurs, disait Amani tout à l'heure, tout le monde a sa place. Le père, voyons, le père, il s'occupe de l'entretien de la famille, la mère s'occupe de l'éducation,
Tout est bien établi. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ces chiffres vous interpellent, ça j'en suis sûre. Est-ce qu'ils vous étonnent? Est-ce que vous pensez qu'on est loin du compte? Très loin. Moi, les chiffres ne me choquent pas et je pense qu'on est loin du compte. C'est juste le dessus de l'iceberg, là. Votre réaction, en fait, c'est pour vous amener à réagir quand même parce que Amani Alidi nous a livré un exposé assez intéressant pour nous parler de ce qu'on ne sait pas, de ce qui se passe, de ce qui ne se dit pas. Si vous remettez les diapos... Alors, oui, justement, c'était pas une question, mais je pense qu'on reste aussi sur notre fin de la continuité de sa présentation. Donc voilà, si jamais il y a un temps où elle peut continuer. Justement, Nafsada, tu posais la question quand le père s'occupe de la famille, etc. On n'est pas sur du nursing, par exemple, au niveau national. Les parents, le père, il fait le coucher, il fait le bain aux enfants, etc. Alors, encore une fois, je suis violente sur les représentations, je le sais. Alors, comment ça se fait qu'au final, on augmente les violences intrafamiliales, notamment les violences au niveau sexuel dans les familles? Comment ça se fait quand le père n'a pas accès direct à l'enfant quand il est petit, la période où justement au niveau national, on se dit, en fait ça commence au niveau de coucher, au niveau des bains, au niveau des soins de l'enfant, quand ça peut commencer comme ça, le climat incestuel, pour basculer vers l'inceste. Qu'est-ce qui, ici, en fait, fait qu'on arrive à là, si nous, on n'est pas dans ce modèle, en fait, occidental? Parce qu'on ne l'est pas pour l'instant. Il y a quelques jeunes, j'en connais, qui veulent justement qu'on arrive à ce type de modèle interculturel et autres. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Vous pouvez apporter un témoignage. Oui, allez-y. Bonjour, c'est bon? Oui, bonjour, moi c'est Souraya, je suis... On va y arriver. Oui, en fait, je suis... Oh là là. Je suis conseillère conjugale et familiale à l'EVARS. Et en fait, par rapport à l'inceste, depuis tout à l'heure, en fait, vous parlez beaucoup en fait du père. Et du coup, je me pose la question en fait sur les autres membres de la famille en fait. Parce que de par ma définition, l'inceste, certes, ça se passe dans le milieu familial, mais c'est pas que le père en fait qui est concerné dans cette affaire. Il y a les frères, il y a les tantes, les oncles, les grands-pères, tout ça. Du coup, est-ce que vous avez en fait des données par rapport à ça, ou juste vous avez que par rapport en fait au père et pas les autres membres de la famille? Merci. Alors en fait, on n'a pas ces éléments-là sur le tableau directement, heureusement. On ne sait pas en fait qui a fait quoi dans les données en fait qu'on a au niveau des collectes de nos tableaux en interne. Par contre, dans les évaluations, oui, cette donnée est mise et effectivement, on retrouve beaucoup, même si effectivement, on dit que 90%, c'est vrai que c'est la relation père-fille. Ici, on retrouve quand même les oncles. Je tiens à repréciser. Vous vous rappelez que dans la société mahoraise, quand on se marie, l'oncle maternel peut représenter aussi le père. Donc, il y a aussi de ça. Donc, il y a l'oncle, effectivement, qui arrive au niveau des pourcentages, notamment au niveau de la CRIP. Il y a des situations, mais par contre, je n'ai pas encore collecté, en fait, ce chiffre-là, c'est-à-dire la part des oncles, mais aussi la part des grands-pères. Ça aussi, on en a énormément. La part des fratries aussi, c'est-à-dire, moi j'ai eu par exemple des situations où il y avait un décalage de 5 ans, le grand frère qui a violé sa petite sœur. Ça, c'est une situation qui me reste encore en tête parce que c'était depuis 2016 et où les juges ne sont pas là. Où justement, en fait, nous, on a dû placer la victime pour que l'agresseur puisse rester au domicile avec un bracelet au pied. On a dû œuvrer pendant 8 mois. 8 mois, ça nous a pris 8 mois pour écrire au tribunal qu'on ne comprend pas
comment la victime qui tient avec une petite de 4 ans qui verbalise énormément, qui est adultisée, qui dit « moi, je n'ai rien fait ». C'est moi qu'on punit une deuxième fois parce que moi, je veux rester avec maman. Donc, effectivement, il y a l'inceste frère, sœur, grand-père, petits-enfants, certains enfants, parce que c'est génération. Mais c'est vrai que si on peut remettre, ça serait pas mal qu'on revienne dessus parce que ces éléments-là, ils y figurent justement, en tout cas dans ce qui ressort un petit peu au niveau des données, au niveau de mes lectures, au niveau des situations cliniques que j'ai eues. Où on a effectivement beaucoup de grands-pères et d'oncles à la place, et les beaux-pères aussi. Les beaux-pères, oui. Les substituts paternels, je dirais ça comme ça. Parce que vous avez vu les chiffres, on est quand même sur la situation de monoparentalité en fait, de la mère aussi, fait que les pères, quand il y a des substituts, ne sont pas forcément enregistrés dans ces chiffres-là, même s'ils habitent ensemble. Parce qu'au final... non, il n'habite pas là, il vient juste dormir, il s'en va. Donc, mais il est quand même présent. Donc le beau-père aussi. J'aimerais répondre sur la question du viol. Du coup, moi j'ai une hypothèse, mais parce que j'ai travaillé aussi avec du public subsaharien sur cette question-là. Le viol, c'est inscrit dans la loi, mais avant d'être inscrit dans la loi, c'est un construit social. Du coup, il n'existe pas dans toutes les sociétés. Et notamment, la religion, elle a une influence par rapport au viol. Donc, selon les religions, toutes les religions, comment je vais dire ça ? Toutes les religions ne reconnaissent pas le viol. Donc, ce que nous, on appelle viol parce que c'est inscrit dans la loi, dans des familles, ça va avoir un autre sens, qui n'est pas le nôtre. Là, le critère, là, c'est vraiment le viol par inceste aussi. Donc le côté incestuel fait qu'on n'est pas sur le même type de relation. Justement, il y a une thèse au niveau de l'Afrique subsaharienne que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je retrouve dans mes nombreux documents. Et justement, il parle justement en fait de l'inceste dans certaines tribus, mais aussi en fait de l'inceste qui est accepté dans certaines tribus, notamment, il ne faudrait pas que je dise des bêtises, il faut que je regarde, où l'enfant a des relations, il sort pas, alors le terme c'est il ne sort pas du lit paternel. Quand il sort du lit paternel, il rentre dans le lit fraternel. C'est une tribu comme ça, et je vous donnerai le titre de la thèse tout à l'heure, parce que vraiment, c'est... ouais. Une dernière réaction ici. Merci. C'est un point de détail sur la qualification la description des infractions. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait une catégorie attouchement et l'autre agression sexuelle. Du coup, je me demandais ce que ça voulait mettre en évidence, parce que c'est la même chose, du coup. Alors, non, c'est pas la même chose selon le tribunal. Mais, ah bon. Et, on a effectivement attouchement. Alors, c'est attouchement et agression, c'est ça ? Oui, en fait, il y avait 36 et quelques... 36 Vous pouvez juste remettre la diapo, s'il vous plaît, que je retrouve. C'est pour ça qu'il fallait que le tribunal soit là, hein, parce qu'en fait, on a des... moi, je les ai regroupés. Je les ai regroupés sur un indicateur violence sexuelle. Mais par contre, en fait, quand on a remarqué sur les... je peux avancer moi-même ? Voilà, attouchement et agression sexuelle. Alors, parce qu'en fait, ce sont les professionnels. Il ne faut pas oublier que la CRIP reçoit les informations envoyées par les professionnels. Donc, cette première information, c'est ce qui rentre. Donc, c'est les termes utilisés par les professionnels de terrain. C'est ça. En fait, on les note, et c'est eux en fait qui vont préciser si c'est ça ou pas. Et après l'évaluation, oui, ça sera requalifié en fonction si ça rentre. En fait, les deux, c'est pareil ou pas. Et à ce moment-là, l'évaluation va le dire pour que ça soit envoyé au niveau du tribunal. Mais qui le va devoir le tribunal dit que l'attouchement, c'est pas une agression sexuelle ? Non, c'est une agression puisque je les mets dans les violences sexuelles. D'accord. Par contre, c'est par rapport en fait alors je vais pas dire par rapport à la gravité, mais aussi par rapport à comment je peux dire ça, au classement en fait fait
au niveau tribunal, mais aussi au niveau pénal. C'est la qualification au niveau pénal, en fait, qui est différent. C'est pour ça que voilà, je questionnais. Alors, je peux pas répondre plus sur cette question, mais c'est pour ça qu'il aurait fallu que les juges soient présents, parce que bon, nous, en tout cas, les indicateurs qui sont mis là ont été travaillés également avec les partenaires. Hein. Voilà. Oui, dernière question. Juste pour apporter des précisions, donc effectivement, les attouchements font partie des agressions sexuelles. Oui. Et les agressions sexuelles, c'est vrai qu'il y a des qualifications spécifiques liées à la pénétration ou pas, et s'il y a l'existence d'un viol ou pas, aggravé. Il peut y avoir aussi des actes de torture en parallèle d'un viol. Voilà. Bien. Effectivement, le champ lexical a été revisité, mais au niveau judiciaire, parce que quand on parle de pédophilie, par exemple, on ne s'imagine pas que c'est de la pédocriminalité. Donc ce terme-là a été requalifié, et effectivement, comme vous dites, Fatima, c'est l'attouchement, c'est toucher, quoi. Mais c'est effectivement une agression sexuelle, puisque on touche les parties intimes sans consentement, et notamment chez les mineurs, quoi. Donc c'est grave. Voilà, c'est requalifié. Alors, les mots ont un sens, hein, effectivement. Moi, j'ai juste une expérience en qualité d'assesseur au tribunal pour enfants. Et c'est vrai que moi, je voyais des agresseurs qui venaient là et qui expliquaient que mais moi, je ne l'ai pas agressé. J'ai juste fait du gouroua. Voilà. Le gouroua, c'est une pratique de la société traditionnelle mahoraise. Et les gens pensent que en faisant ça, ce n'est pas de l'agression sexuelle parce qu'il n'y a pas eu pénétration. Donc, c'est bien quelquefois de se repréciser les choses, de requalifier les agressions pour que tout le monde sache de quoi on parle. Voilà. Très bien. Il nous reste à te remercier, Amani, pour ce brillant exposé. Alors là, par contre, je ne te laisserai pas te plaindre, parce que s'il y avait les deux intervenants ce matin, voilà, ça aurait été encore plus court. Là, on t'a laissé dérouler ton exposé. Mais par le jeu de questions-réponses, tu as pu quand même apporter des précisions, des réactions, et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant, et c'est ça une table ronde, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, poser les questions. Excellent, donc merci encore.